Merci pour l'introduction, Eddy. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un retour d'expérience et je vais vous parler des règles de machine learning de Google. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, hein, je vais le dire. Et je vais essayer d'en illustrer quelques-unes avec des exemples concrets qu'on a vécu chez Manuel. Alors, il y aura 25 minutes de présentation à peu près. On se gardera 5 minutes pour les questions. Le plan de la présentation est le suivant. Je vais me présenter, je vais parler de Mano. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec le parcours d'une dizaine de règles de machine learning et on finira par une petite conclusion. Alors, qui je suis? Je m'appelle Romain Erez, donc je suis Data Principal chez Mano. J'ai deux passions professionnelles qui sont les compétitions de machine learning sur Internet. J'ai participé à pas mal de compétitions. Et la mise en production de modèles de machine learning. Ça peut paraître un peu incompatible avec le premier, mais finalement, ça n'est pas tant que ça. Quelques mots sur mon parcours. J'ai eu un master d'IA à Jussieu en 2014. Ensuite, j'ai rejoint Octo pour faire 3 ans de conseil en tant que data scientist. Puis, j'ai rejoint Mano en tant que responsable de l'équipe data science pendant 3 ans. Et depuis 5 mois, depuis début 2021, je suis data principal. Donc, c'est un poste 100% technique. Il n'y a plus d'aspect management au service des équipes analytics et data science. Alors, Mano, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une plateforme marketplace e-commerce spécialisée dans le bricolage, jardinage et ameublement d'intérieur. Alors, une marketplace, c'est quoi? C'est une plateforme qui met en relation une offre et une demande. Donc, dans notre cas, c'est des marchands qui vendent des produits de bricolage et de jardinage d'un côté et des utilisateurs comme vous et moi qui cherchons des produits de bricolage et jardinage. Et la plateforme, elle est au milieu pour essayer de créer ce lien entre cette offre et cette demande. Vous en connaissez d'autres, hein, Uber, Amazon, Alibaba, Airbnb sont toutes des marketplaces qui n'ont pas forcément le même scope. Ce n'est pas toujours des produits, ça peut aussi être des services. Mais le concept est le même. En quelques chiffres, Mano, c'est plus de 10 millions de produits référencés, vendus par 3600 marchands, 7 millions de clients actifs, donc c'est des clients qui ont acheté au moins une fois dans la dernière année, 50 millions de visiteurs uniques par mois, c'est 1,2 milliard de volume d'affaires en 2020, soit 2 fois plus qu'en 2019. Donc le volume d'affaires, c'est la quantité d'argent qui transite via la plateforme. Et c'est 650 personnes. Aujourd'hui, on compte être presque 1000 à la fin de l'année 2021. On est ouvert dans 6 pays européens. Le pays historique, c'est la France. Puis on a ouvert la Belgique, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre, l'Allemagne dans la foulée. Et avant de commencer, un petit mot sur comment on utilise la data et le machine learning chez Mano. Donc, j'aime bien prendre cette analogie de plomberie pour donner une bonne overview de ce qu'on se fait. On a en entrée des clients et des produits, donc on retrouve le concept de la marketplace qu'on a vu juste avant. Et en sortie, on a un tuyau qui est le nombre de commandes et notre but, pour simplifier, c'est d'augmenter la quantité de ce nombre de commandes parce qu'elle est corrélée à notre volume d'affaires et donc à notre valorisation. Et donc, on a 3 grandes familles d'algorithmes ou de modèles de machine learning. On a la famille marketing qui va avoir pour but de faire grossir le tuyau des clients, donc faire venir le plus possible de clients sur la plateforme. Le tuyau catalogue qui a pour but de faciliter l'import des produits de nos marchands sur la plateforme. Et enfin, le tuyau, la famille d'algorithmes sur la plateforme qui vise à optimiser ce match entre nos dizaines de millions de clients et nos milliers de marchands. Alors, les règles de machine learning dans tout ça, avant d'en parler, je vais vous partager une question qu'on pose très souvent en entretien de recrutement chez Mano en data science, c'est comment tu réglerais le problème de la recommandation chez Mano. Et on a souvent, enfin pas souvent, mais on a parfois cette réponse qui est j'utiliserai un modèle de machine learning et probablement un réseau de neurones profond. Alors, nous, quand on nous dit ça, on entend j'utiliserai un programme. C'est évidemment pas une réponse qui nous satisfait et qui nous convient parce que cette réponse montre que le candidat voit le machine learning comme une finalité et pas un outil. Alors que nous, on a une philosophie qui est complètement différente, c'est que le machine learning est un outil
pour répondre à une finalité qui est business et pas un but en soi. Et Google introduit ces règles de machine learning avec une phrase aussi qui est un peu dans la même philosophie, qui est faites du machine learning comme le bon ingénieur que vous êtes, pas comme le bon expert machine learning que vous n'êtes pas. Alors, les règles de machine learning, pour ceux qui les... voilà, on va pas regarder la vidéo. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous encourage vraiment à aller jeter d'un œil. C'est 30 minutes de lecture et c'est 30 minutes hyper rentables si on est dans l'optimisation de notre temps. Nous, on les a découverts en 2018-2019. Elles ne sont pas très vieilles, hein, ces règles. On les a découvertes peu après leur mise en ligne. Et ça a été une révélation pour nous parce que on s'est retrouvés. Nous, on n'a jamais pris le temps de formaliser ces règles-là. Il y en a 43 en tout. Et on n'a jamais pris le temps de notre côté de les formaliser. Mais à la lecture de ces règles, on s'est un peu reconnu. Et à la lecture de ces règles, on comprend que Google s'est pris des murs. Et donc, ils ont, suite à la prise de ces murs, formalisé ces règles-là pour éviter de se les prendre dans l'avenir. Et nous, à la lecture de ces règles-là, on a tout de suite ce qui nous sautait aux yeux, c'est « Ah mais oui, effectivement, si on avait respecté ça, on ne se serait pas pris ce mur-là, etc. etc. » Et donc aujourd'hui, le principe, le but, c'est que on ne va pas parcourir les 43 règles, on va en prendre une dizaine et je vais essayer de les illustrer avec les murs qu'on s'est pris chez ManoMano, les erreurs qu'on a faites et du coup, le pourquoi cette règle est importante. Alors, la première, la plus importante, c'est ne soyez pas effrayés de lancer un produit sans machine learning. Pour la simple et bonne raison que 80% de la valeur d'un produit data provient de choses très simples, d'heuristiques très très simples, sans machine learning, que vous allez mettre 20% du temps à développer. Et à l'inverse, 20% de la valeur sera apportée par 80% de l'effort. Donc en fait, quand on lance un nouveau produit, il faut absolument commencer par des choses simples et qui apportent beaucoup de valeur. Nous, on a fait l'exact inverse. Quand je suis arrivé en 2017, moi, je suis avec ma casquette très Kaggle, je vais chercher le troisième chiffre après la virgule, très optimisation. On a, avec l'équipe, développé un système de recommandation en temps réel avec des embeddings. C'était tiré d'un papier de recherche, c'était excellent. Donc, tout le monde nous a applaudi. Et l'histoire montre qu'en 2020, le moteur de recommandation qu'on utilise, c'est une simple requête SQL qui affiche les produits qui ont été vus par les autres clients qui ont vu le même produit qu'on est en train de voir. Donc c'est quelque chose de très très simple, mais qui fonctionnait mieux que ce qu'on avait mis en place en 2017. Et ça me permet de faire la transition avec la règle 2, qui est commencer par implémenter des métriques, ce qu'on n'avait pas en 2017, parce que si on avait ça, on n'aurait pas mis en prod le modèle en temps réel avec des embeddings qui ne fonctionnaient pas si bien ça finalement. Implémenter des métriques, et ça, bon, vous la connaissez peut-être déjà, mais la pyramide de Maslow exprime les priorités et avant de pouvoir faire du machine learning et de l'intelligence artificielle. Donc, il y a des bases à maîtriser. Donc, là, évidemment, la collection de la donnée, la sauvegarde, le cleaning, etc. Donc, ça, on parle tout le temps, on connaît, mais les deux étages du milieu, donc on parle peut-être un peu moins, c'est être capable de développer des métriques et de faire de l'A/B testing. Donc, en d'autres termes, être capable de savoir quand on met en place un nouvel algorithme, une nouvelle heuristique ou un nouveau modèle, qu'est-ce que ça apporte concrètement pour le client, pour le business. Et nous, alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais en 2017, notre pyramide, elle ressemblait à ça. Donc, c'est une pyramide inversée. On avait un haut de pyramide qui était assez développé avec une équipe data science un bas de pyramide beaucoup plus faiblard en termes de nombre de personnes, hein, je précise. Règle numéro 3, qui prend un peu la suite de la règle numéro 1, c'est le corollaire de la règle numéro 1, c'est choisir du machine learning plutôt qu'une heuristique très complexe. Bon, c'est bien de commencer par une heuristique. En plus, l'heuristique, c'est un avantage, c'est que le métier la comprend, donc ça permet d'itérer, de faire plein de choses, etc. Le problème, c'est qu'à un moment, on se retrouve avec une heuristique qui devient immaintenable, avec des dizaines de règles qui sont stackées les unes sur les autres. Et là,
il faut savoir faire le switch de OK, l'heuristique, ça nous aura bien dépanné jusqu'à maintenant. Maintenant, on passe sur du machine learning parce que finalement, un modèle de machine learning sera plus simple à maintenir qu'une heuristique avec des dizaines de règles stackées. Donc, nous, l'exemple chez ManoMano, c'est la façon dont on trie les produits sur nos pages catégories. On a commencé par des heuristiques très simples, qui est les top ventes historiques. Et puis petit à petit, il y a eu des petites règles qui sont rajoutées au fur et à mesure, à la demande du métier aussi de temps en temps, avec des boosts, des déboosts sur des produits qui ne proposaient pas la livraison gratuite, etc., etc. C'est devenu complètement immaintenable, donc on a fait le switch vers un modèle de machine learning qui est plus simple à maintenir. Règle numéro 4, garder le premier modèle simple et se focaliser sur l'infrastructure. Alors, pour ceux qui font des compétitions type Kaggle sur Internet, il y a un parallèle à faire là-dessus, c'est que quand vous écoutez des Kaggle Masters ou des Kaggle Grandmasters, vous donnez des conseils, ils vous disent quand vous commencez une compétition, commencez par développer toute une pipeline de la récupération des données. Donc, dans le cas d'un concours, c'est un read CSV, jusqu'à l'envoi de la prédiction sur la plateforme et le scoring sur le leaderboard. Et une fois que vous avez fait ça, itérez sur la partie machine learning. Mais en fait, en entreprise, c'est pareil, il faut sécuriser l'ensemble de la pipeline, qui est la récupération de la donnée. Donc, c'est un peu plus complexe qu'un read CSV en entreprise, hein, jusqu'à l'application du modèle, donc la consommation des prédictions par soit le site, soit des humains, soit des plateformes, etc. Et le risque, si on ne le fait pas, et nous, bon, ça nous est arrivé, alors on s'en est rendu compte assez vite, mais si on ne le fait pas, c'est qu'on se focalise sur la partie machine learning en supposant qu'on va avoir accès à la donnée dans un environnement de production et en supposant que nos prédictions seront utilisées correctement. Et on repasse 6 mois à itérer sur un petit peu en chambre et on se rend compte au moment de la mise en prod que notre modèle est inutilisable puisque soit on n'a pas accès à la donnée comme on l'avait en local, soit personne, enfin, on ne peut pas, pour des raisons techniques ou voire humaines de temps en temps, appliquer notre modèle et, faire en sorte que nos prédictions soient utilisées. Et en plus, ces deux étapes, récupération des données et application du modèle, sont les étapes qui prennent le plus de temps. Règle numéro 23, donc là on a fait un gap, hein, de 4 à 23, et c'est ma règle préférée, c'est vous n'êtes pas l'utilisateur final typique. Alors, ce produit-là, et je vois qu'il y a des anciens de chez ManoMano dans le salon, donc ils vont le reconnaître, c'est le Hello World de ManoMano. C'est le produit sur lequel on fait nos tests pour s'assurer que notre feature elle est correcte, etc. Donc à chaque fois, on va voir la perceuse Makita. Donc, tout le monde l'appelle la perceuse Makita parce que c'est le produit qui s'est le plus vendu dans l'histoire de ManoMano et c'est le produit qui a le plus de notes, etc. etc. Et donc voilà, c'est le produit que tout le monde regarde quand on fait nos tests. Le problème, c'est que alors il y a un slogan qui existe qui dit Eat your own dog food, donc mangez la nourriture de votre chien pour comprendre quelles sont les faiblesses de votre outil et comprendre comment vous pouvez l'améliorer. Le problème, donc c'est bien de le faire, mais ça a ses limites parce que on est biaisé dans notre évaluation, on est biaisé pour plusieurs raisons. La première, c'est que on connaît le produit par cœur, hein. Typiquement, on va toujours sur le même produit, alors que l'utilisateur moyen ManoMano, il ne vient pas sur ce produit-là. On peut être sentimentalement impliqué dans la décision parce qu'on a envie que ça marche, c'est nous qui avons eu l'idée, etc., etc. On ne connaît pas grand-chose à l'univers du bricolage. Donc là, ça c'est propre à ManoMano. Et 4, c'est valable pour les data scientists principalement. On a une façon de réfléchir qui est un petit peu différente de la normale, toujours à rechercher l'optimalité, etc., qui est très différente de la population moyenne qui visite le site pour rechercher des produits de bricolage et jardinage. Donc, on ne réfléchit pas de la même façon, donc on n'a pas forcément les mêmes réflexes. Quelques exemples. Donc ça, c'est un exemple il y a 2 semaines avec un collègue qui regarde dans notre système d'information et qui regarde au hasard des sessions d'utilisateurs et il trouve quelqu'un qui a cherché chèvre dans la catégorie rue d'atelier. Donc, ça nous paraît aberrant, mais bon, on en voit tous les jours, donc ça ne nous surprend qu'à moitié. En fait, il se trouve que chèvre, c'est un vrai terme utilisé dans le domaine du bricolage, donc personne n'était au courant de ça.
Et donc, ça montre bien que les utilisateurs s'y connaissent beaucoup mieux que nous et c'est toujours eux qui ont raison. Deuxième exemple, il y a 3 ans, on lance ce moteur de recommandation qu'on appelle les bundles qui a pour but de, en un clic, permettre à l'utilisateur d'ajouter plusieurs produits au panier d'un coup. Donc tout le monde trouvait ça génial, on était tous convaincus que ça allait super bien marcher, et résultat, ça n'a pas marché. Donc ça montre bien que quand bien même tout le monde est convaincu dans l'entreprise, à la fin, c'est l'utilisateur qui parle et il n'a pas forcément les mêmes intuitions, les mêmes besoins que nous. Numéro 26, regarder des patterns dans les erreurs et créer des nouvelles variables, des nouvelles features à partir de ces patterns. Alors ça, c'est une technique qui est, je pense, issue de compétition de Kaggle. Quand vous voulez itérer sur votre modèle, un truc très simple à faire, c'est de faire une séparation apprentissage-test, d'appliquer votre modèle sur le test, de calculer l'erreur et de trier l'erreur par ordre décroissant, de façon à voir où est-ce que le modèle se trompe le plus, quels sont les exemples sur lesquels le modèle se trompe le plus. Et quand vous faites ça, vous pouvez réussir à trouver des patterns communs entre ces erreurs et créer des nouvelles features pour éviter de faire les erreurs à venir et du coup améliorer votre modèle. Et ben nous, l'exemple, c'est on a un modèle de catégorisation donc, qui prend des produits et qui essaye de déterminer leur catégorie de façon automatique. Quand on a fait cet exercice, on s'est rendu compte qu'il se trompait sur les ampoules. Et en fait, le truc, c'est qu'on a une étape de pré-processing sur cet algo qui remplace tous les nombres et tous les chiffres par number. Et du coup, l'algo, il ne voit pas ampoule LED 27, il voit ampoule LED E number. Et du coup, il n'a aucun moyen, surtout s'il n'utilise pas l'image, de savoir si c'est une ampoule E14 ou une E27. Donc, ça nous a permis de corriger ce bug-là et plein d'autres. Mais c'est une technique qui est très, très, très puissante pour améliorer les modèles. Allez, plus que 4. Tenez bien, règle numéro 32, réutilisez votre code le plus possible entre la pipeline d'apprentissage et la pipeline de prédiction. Je pense que c'est le non-respect de cette règle-là qui a créé le plus de bugs data dans l'histoire de ManoMano. En gros, vous avez une pipeline d'apprentissage qui est branchée sur, par exemple, un data warehouse qui a des données historisées. À côté, vous avez une autre pipeline qui fait les prédictions, qui est complètement indépendante, qui en plus se branche sur d'autres bases parce qu'elle a besoin de données plus fraîches, etc., qui fait le prédiction grâce au modèle qui est récupéré à partir de la pipeline d'apprentissage. Ça ne plante pas, ça envoie des prédictions et on est content. Et donc ça, c'est le pire scénario parce qu'on a des erreurs silencieuses et on n'a aucune garantie que tout le traitement qui est fait ici soit strictement identique au traitement qui soit fait ici. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Alors, dans le meilleur des cas, ça plante et on s'en rend compte, mais dans le pire des cas, c'est des erreurs silencieuses, on ne s'en rend pas compte. Et c'est la qualité des prédictions qui prend en compte. Donc nous, il y a plusieurs exemples, hein, mais sur l'un de nos algos d'acquisition, on avait ici un prix en euros et ici un prix en centimes d'euros ou l'inverse. Le modèle, il ne plantait pas, hein, on n'avait pas de test qui vérifiait tout ça, donc ça tournait, mais on s'en est rendu compte a posteriori. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de mutualiser au maximum ces deux pipelines. Numéro 33, si vous construisez un modèle à partir des données jusqu'au 5 janvier, testez-le à partir des données testez-le sur des données à partir du 6 janvier. Pardon. Et, en process de recrutement, on donne un test technique qui est le test de la catégorisation. Et 9 fois sur 10, le candidat fait un split, une séparation apprentissage-test aléatoire qui n'est pas représentatif de la production parce qu'en production, on a des nouveaux marchands qui arrivent continuellement. En fait, ce qui est vraiment représentatif de la production, c'est de faire une séparation temporelle, c'est-à-dire que vous arrêtez votre dataset au 5 janvier et vous testez sur les données à partir du 6 janvier. Et là, vous allez avoir une vraie estimation de la performance que vous pourrez avoir en production et que vous pouvez communiquer au métier. Et la différence, elle est juste énorme. Sur la catégorisation, la raison, elle est simple, c'est que si vous faites une séparation aléatoire, vous allez avoir des mêmes marchands qui vendent plusieurs produits qui vont se retrouver dans l'apprentissage et le test.
Et du coup, ça va être facile parce que un même marchand, si on a 50% de son catalogue, on arrive facilement à catégoriser 50% du reste. Mais si on applique notre algo sur des marchands qu'on n'a jamais vus, donc sur des nouvelles façons d'écrire, des attributs, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Et au final, la grande majorité des problèmes de machine learning, il faut faire un split train test temporel et pas aléatoire. Règle numéro 38, ne perdez pas votre temps si le problème est devenu un désalignement entre les objectifs. Alors, je m'explique, hein. Il y a deux types d'objectifs. Le premier, c'est l'objectif que vous optimisez en local en tant que data scientist. Donc, ça peut être une log loss dans le cas de la classification ou une erreur des moindres carrés dans le cas d'une régression. Et vous avez un autre objectif qui est à quel point vous arrivez à améliorer l'expérience utilisateur. Et ça, vous le calculez via on appelle un A/B test, donc un test en grandeur nature. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous lancez un projet au début, quand vous optimisez cette fonction-là, ben ça va s'améliorer aussi. Mais au bout d'un moment, vous allez atteindre un stade où l'optimisation, la minimisation de cette fonction-là ne va pas forcément induire une amélioration de l'expérience utilisateur. Typiquement, sur les moteurs de recommandation, si vous optimisez le taux de conversion local de chacun des produits que vous proposez, en fait, l'utilisateur, lui, il va pas ça. Il voit un moteur de recommandation dans sa globalité qui a besoin de diversité, qui a besoin de choses plus larges, plus haut niveau que l'optimisation qu'on a fait en local. Donc, le process qu'on définit, c'est OK, on commence par définir une métrique locale, on améliore l'algo. Si la métrique locale s'améliore, on fait un A/B test. Et si l'A/B test a des résultats positifs, alors on continue sur 2, on repart sur une itération d'algo. Sinon, ça veut dire que les objectifs ont divergé. Et du coup, il faut redéfinir une métrique locale qui soit plus corrélée à l'uplift qu'on peut mesurer en A/B test. Alors la dernière, c'est pas une règle de ManoMano, pardon, c'est pas une règle de Google, c'est une règle qu'on a formalisée nous. C'est n'oubliez pas l'interprétabilité, spécifiquement quand les prédictions sont utilisées par des humains. Alors, vous connaissez certainement le compromis qu'on a entre la performance prédictive des algos et leur interprétabilité, hein. Les modèles les plus interprétables sont les moins puissants d'un point de vue prédictif et inversement. Et nous, on a un peu sous-estimé cette notion, cette importance de l'interprétabilité. Le sujet, c'est les marchands qui ont besoin de prévisions de vente sur leurs produits pour savoir quand est-ce qu'ils doivent réapprovisionner, etc. Donc, quand on nous a donné ce besoin-là, on est parti sur des. On n'a pas fait d'heuristique, on n'a pas respecté la première règle de Google d'ailleurs, mais on est parti sur des modèles ensemblistes, un peu black box, etc., qui étaient bons d'un point de vue prédictif, mais qui étaient très très difficiles à interpréter et à expliquer. Et donc, ça n'a jamais été adopté par nos marchands parce qu'ils ne comprenaient pas d'où sortait ce chiffre, même si il était bon. 6 mois après, on refait une tentative avec une règle de 3 hyper simple qui prend les ventes des 6 dernières semaines et qui applique un ratio de croissance qui est calculé sur l'année précédente. Et là, c'est 100% d'adoption, alors pas 100%, mais quasiment, parce qu'ils comprenaient comment le chiffre était calculé, ils pouvaient un petit peu jouer avec, etc. Donc, ne pas négliger cet aspect interprétabilité, surtout quand c'est consumé, quand les prédictions sont consommées par des humains. Voilà, alors en conclusion, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Il y a beaucoup d'informations. Moi, ce que j'en retiens, ce que j'aurais aimé savoir, ce que j'aurais aimé connaître quand j'ai rejoint ManoMano il y a 4 ans, c'est qu'il faut toujours commencer simple avec des heuristiques, investir massivement sur l'architecture et des systèmes de mesure, switcher vers le machine learning seulement et seulement si l'heuristique devient trop complexe à maintenir ou on veut aller chercher les 20% de valeurs restantes qui ne sont pas atteignables via l'heuristique. Et enfin, prendre des décisions via des A/B tests, car les A/B tests sont des façons de mesurer l'amélioration d'une expérience client et non pas via une intuition ou par des optimisations de fonctions de coût locales. Voilà, j'ai mis quelques liens intéressants en rapport avec tout ce que je viens de raconter. Il y a aussi une vidéo de Rémi Guillot, qui est VP Product chez Blablacar, qui sort un peu de ce scope data, etc., mais qui fait l'éloge de la simplicité. Et je trouve que la philosophie de ce talk, elle se retrouve aussi dans les règles de Google, où on cherche toujours la simplicité, et souvent la simplicité permet de répondre
au besoin beaucoup mieux que quelque chose de complexe, en tout cas au début. Voilà, merci de votre attention. On peut passer à la partie questions-réponses, s'il y en a. Merci Romain, c'était très intéressant. C'est la deuxième fois que j'écoute ton talk et c'est toujours intéressant. On peut passer aux questions, il y en a quelques-unes. Tu peux les afficher ou alors je peux les afficher de mon côté. Si tu arrives à les retrouver, c'est dans l'onglet des activités. Ouais, c'est ça. C'est tout en haut plutôt. Ouais. Ouais, dans Q&A. En bas, un petit peu en bas. Ouais, donc on va prendre la première question de Jérémy. Comment est-ce que chez ManoMano, vous vous prémunissez d'une régression de votre modèle en production? Et quelles sont les causes d'une régression quand vous arrivez à les identifier? T'es muté par contre. Ouais, pardon, ça sera mieux avec le micro. Je vais commencer à répondre par la deuxième, Jérémy. Quelles sont les causes d'une possible régression? Alors, il y en a plein, hein. Il peut y avoir des bugs techniques, etc. Le plus dangereux, c'est quand on a un modèle qui influe sur le dataset et on se sert de ce dataset pour réapprendre l'algo derrière. Et du coup, on peut avoir une régression, un peu une feedback loop qui est un peu catastrophique pour les futures versions d'algo. Donc, l'une des façons de s'y prémunir, c'est de faire des AB, soit des AB tests, soit constants, soit à intervalles réguliers, comme tous les trimestres. Et la première, c'était, voilà, j'ai répondu à la première dans la foulée. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jérémy. Je pense qu'il y a, après, il y a plein de, il y a plein de littérature là-dessus. Enfin, je sais qu'il y a Mehdi qui a donné un super talk il y a quelques temps sur ce sujet d'ailleurs, dans ce meet-up même, sur comment faire du test sur des modèles machine learning. Je crois que vous aviez abordé ce sujet-là, Mehdi, si je me souviens. Ouais, on avait parlé un peu de monitoring à l'époque, en effet. Ouais. Si ça te va, Jérémy, on va passer à la question d'après, sinon n'hésite pas à nous le dire dans le chat si tu as besoin d'infos en plus. On va avoir une deuxième question de Wassel qui nous demande si tu peux nous partager des exemples d'A/B test. Ouais, bah, typiquement, enfin, il y en a tellement. Hein. Là, si on vient sur l'analogie de plomberie, on va avoir sur les moteurs de recommandation, par exemple. C'est un exemple que j'aime bien parce que ça parle un peu à tout le monde et c'est très visuel, mais on va tester deux algos qui ont des fonctions de coût différentes, qui n'optimisent pas la même chose, qui ont des buts différents aussi. Il y en a un qui sera plus sur la similarité, l'autre sur la complémentarité, qui utilisent des données différentes. Il y en a un qui va utiliser de la donnée comportementale, l'autre qui va utiliser de la donnée de contenu, etc. Et donc 50% de la population sera confrontée à l'algo A, 50% de la population sera confrontée à l'algo B. Et à la fin, on choisit le meilleur, quoi. Mais après, il y en a plein, hein, des AB. On a aussi des AB sur la rétention, sur comment on reprend contact avec le client, une fois qu'il a déjà acheté chez ManoMano pour qu'il se souvienne de nous et quand il a de nouveau un projet de bricolage. Donc, quand est-ce qu'on envoie les mails, à quelle heure, qu'est-ce qu'on met dans le mail, on optimise le titre. Enfin, il y a vraiment plein d'AB tests possibles. Hein. En moyenne, on a entre 10 et 15 AB tests qui tournent en permanence chez ManoMano. On a aussi des AB tests qui ne sont pas forcément machine learning, qui sont aussi UX, purement UX, avec de la position des boutons, etc. etc. Cool. Ouais, bah bon, je dis ça comme ça, hein, ce sujet sur l'A/B testing, ça pourrait faire un bon sujet de talk si ça inspire des gens. Ouais, c'est un vrai. D'autant plus que c'est pas si simple. Hein. Moi, je l'exprime comme ça paraît simple quand on parle avec les mains, mais techniquement et scientifiquement, la test c'est très 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 complexe. Pour avoir des résultats fiables, non biaisés et significatifs, c'est assez barbare. On va prendre encore une dernière question pour être dans les temps. Avec la question d'Ahmed. J'ai que des questions des gens que je connais. J'ai deux questions. Quelles sont les stratégies de réentraînement de vos modèles? Est-ce que vous mixez les anciennes et nouvelles données, par exemple? Quel type de user feedback prenez-vous en compte pour améliorer
pour améliorer vos algos. Quelles sont les stratégies de réentraînement de vos modèles? Alors, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Typiquement, sur la catégorisation, on s'interdit d'utiliser les produits qui ont été catégorisés par les précédentes versions d'Algo pour éviter cette histoire de feedback loop. Et donc, on réentraîne uniquement sur les produits qui ont été catégorisés manuellement. On a testé d'utiliser les précédentes prédictions, mais c'était trop dangereux et ça fonctionnait moins bien. Après, pour la reco, quelles sont les stratégies d'entraînement? Ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. On a des algos qu'on réentraîne tous les jours, on en a d'autres qu'on réentraîne seulement à la mano une fois tous les 6 mois. On en a d'autres qu'on réentraîne quasiment jamais. J'ai du mal à répondre globalement à la question parce que c'est vraiment du cas par cas. Et quel type de user feedback prenez-vous en compte pour améliorer vos algos? J'imagine que par user, tu entends utilisateur sur le site. Je pense qu'on n'en utilise pas aujourd'hui. En tout cas, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Je sais qu'à l'époque, on a mis en place, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais un bouton qui permet au client de dire il y a une erreur sur cette fiche produit, ce produit est mal catégorisé, ou il y a cet attribut de ce produit qui est mal rempli. Mais l'output de ce truc-là ne nourrit pas directement les algos. Il est destiné à l'équipe métier qui potentiellement va corriger manuellement et indirectement améliorer les algos. Mais ce n'est pas directement grand-chose. Je te propose de prendre la dernière question. Allez. Entre un modèle interprétable mais peu performant et un autre plus performant mais moins interprétable, lequel allez-vous mettre en prod? Comme souvent, ça dépend. Dans un truc de... Enfin, si le consommateur de la prédiction, c'est une machine, typiquement les moteurs de reco, les moteurs de recherche, les moteurs de catégorisation, etc., on va mettre le plus performant dans 100% des cas. Si le consommateur est un humain, et je donnais l'exemple tout à l'heure avec nos marchands, en fait, on va mettre celui qui a le plus de chances d'être utilisé. Parce qu'on a un KPI qui est différent, c'est le taux d'utilisation de ce moteur. C'est plus important que la performance prédictive. Cool. Eh bien, je vous propose de s'arrêter là avec Romain. Merci pour ce talk, merci aussi pour les questions. Ouais, merci tout le monde, merci pour l'invitation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, même a posteriori, pas de souci.